tous. Dans le cadre de ces 5 minutes d'arrêt en pénal, nous allons aujourd'hui vous présenter 3 décisions importantes et intéressantes. Tout d'abord, un arrêt rendu cet été par la Chambre criminelle de la Cour de cassation portant sur la motivation des arrêts concernant les détentions provisoires. Tout à fait. Dans cette affaire, une personne avait publié sur sa chaîne Telegram des vidéos à connotation terroriste. Elle a été placée en détention provisoire pour apologie d'actes de terrorisme. Après une première prolongation, le juge des libertés de la détention avait prolongé une nouvelle fois de 6 mois la détention provisoire, sur le fondement du régime dérogatoire applicable à la matière terroriste. La Chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention. Et quelle a été la position de la Cour de cassation en l'espèce? Eh bien, la Cour casse l'arrêt de la Chambre de l'instruction. Elle affirme que la détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme est une ingérence dans l'exercice du droit à sa liberté d'expression. Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, c'est le fait d'inciter publiquement à porter sur une infraction terroriste ou sur son auteur un jugement favorable. Il est donc évident que pénaliser l'apologie constitue une limitation de la liberté d'expression, puisqu'on interdit tout simplement de s'exprimer positivement sur des actes terroristes ou sur leurs auteurs. Mais dans notre affaire, le prévenu ne contestait ni le principe de l'incrimination du délit d'apologie, ni sa sanction par une peine d'emprisonnement. Ce qu'il soutenait en revanche, c'est que le principe même du placement en détention provisoire pour des faits d'apologie portait atteinte à sa liberté d'expression. En effet, la Chambre criminelle n'avait encore jamais eu à se prononcer sur la nécessité d'un contrôle de proportionnalité d'une détention provisoire au regard du principe de la liberté d'expression. Depuis cet arrêt, il est désormais établi que si le mémoire de l'intéressé le demande, la Chambre de l'instruction doit effectuer un véritable contrôle de proportionnalité de la détention au regard de l'article 10 de la Convention européenne. Elle ne peut se contenter de motiver sa décision au regard des seuls critères habituels de la détention provisoire, comme le risque de fuite, de déperdition des indices ou de garantie de représentation. Cette décision s'inscrit dans la même ligne que celle de février dernier, dans laquelle la Cour de cassation reprochait au juge de ne pas avoir examiné si les obligations d'un contrôle judiciaire ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Passons maintenant à cet arrêt du 5 septembre qui concerne une affaire de vol aggravé de pièces automobiles et d'atteinte à un système de traitement automatisé de données. Dans cette décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que lorsque le code de désactivation de l'alarme de locaux professionnels a été remis à un salarié, son utilisation pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse. Dans cette affaire, le président d'une société avait été destitué de son poste. À sa demande, un peu plus tard, un salarié de l'entreprise s'était introduit de nuit dans les locaux professionnels afin de désactiver l'alarme qui était installée. Il utilisait le code qui lui avait été tout simplement attribué pour accéder aux locaux pendant ses heures de travail. L'ancien président de la société souhaitait en effet récupérer des dispositifs informatiques dont il disait être le propriétaire. Quelques jours plus tard, l'ex-dirigeant, le salarié et un autre salarié échangeaient des messages sur la messagerie WhatsApp pour savoir comment effacer les traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme. Les juges du fond avaient donc déclaré le prévenu coupable de vol aggravé par 2 circonstances: la réunion, en raison de la concertation avec les autres salariés, et la ruse. Ils l'avaient condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'exercice de 5 ans. Dans son pourvoi, l'ancien président contestait la définition de la ruse retenue par les juges du fond. Il expliquait que cette circonstance aggravante du vol ne peut s'appliquer que dans l'hypothèse d'une personne qui trompe la confiance de sa future victime, s'introduit chez elle grâce à un mensonge ou des artifices divers. Bref, contre une personne qui utilise un stratagème. Mais la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle retient que la ruse se définit par l'utilisation d'un procédé habile mais déloyal destiné à parvenir à ses fins. Voilà donc en résumé l'apport principal de cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui met en évidence la définition de la ruse. Cette notion se retrouve par exemple en matière de présomption de légitime défense. Notre dernière décision, également du 5 septembre, soulève des questions importantes sur les limites des investigations menées par les enquêteurs. La Cour de cassation y rappelle que les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute ouverture d'une enquête de flagrance ou préliminaire, réaliser ce qu'on appelle des vérifications sommaires. Voici comment les choses se sont déroulées. Dans un contexte de nombreux faits de vol d'accessoires automobiles, les enquêteurs ont repéré un grand hangar dépourvu de toute enseigne commerciale. Dans la cour grillagée se trouvait un nombre important de véhicules automobiles. Les enquêteurs ont donc consulté le fichier des immatriculations et se sont rendus compte que les voitures avaient été achetées par les requérants
dont un avait déjà été condamné pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et pour vol d'accessoires automobiles. Ils se sont aussi renseignés auprès des services des impôts, où on leur a appris que l'un des requérants n'avait jamais déposé de déclaration de revenus. Après ces petites vérifications, ils ont ouvert une enquête préliminaire. Oui, mais les requérants reprochaient aux enquêteurs d'avoir agi en dehors de tout cadre légal. Le Code de procédure pénale réglemente les enquêtes. Et pour eux, le fait que les enquêteurs aient réalisé plusieurs actes bien avant l'ouverture d'une enquête avait constitué un détournement de procédure. La chambre criminelle n'approuve pas le raisonnement des deux filous. Pour elle, aucune des vérifications accomplies n'avait de caractère coercitif ou ne nécessitait de réquisition selon le Code de procédure pénale. En effet, les agents des finances publiques sont parfaitement autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités non déclarées. De la même façon, les services de police et de gendarmerie ont accès aux fichiers des immatriculations dans l'exercice de leur mission de police judiciaire sans avoir à solliciter l'autorisation du procureur de la République. Les requérants voient donc leur condamnation, notamment pour travail dissimulé et blanchiment aggravé, confirmée. Ils écopent respectivement de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, et de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction professionnelle. Ils se voient par ailleurs confisquer plus de 40 000 € saisis sur un compte bancaire ainsi que 3 voitures. Pour terminer, nous voulions d'ores et déjà vous parler de 2 séries de décisions qui feront prochainement grand bruit et que nous vous présenterons bien sûr dans un prochain épisode. En effet, la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les nouvelles cours criminelles départementales. Il y est notamment soutenu que la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine édition. Au revoir.